les petits champignons. Aujourd'hui, on se retrouve dans une troisième et dernière partie sur l'art antique, et nous allons revenir donc notamment sur l'Antiquité égyptienne. Donc, au cours du troisième millénaire avant Jésus-Christ, hop, on remonte un peu dans le temps, se constitue, le long du Nil, le puissant royaume d'Égypte. Et les ressources qu'offre le fleuve et l'organisation d'un État puissant autour de la personne du pharaon ont permis à l'Égypte de connaître une histoire exceptionnellement longue. C'est une civilisation qui est au cœur du désert, cette civilisation égyptienne, et nous est connue notamment grâce au mouvement funéraire qu'elle nous a laissé. Architecturalement, le plus connu, ce sont évidemment ces pyramides, qui sont donc les tombeaux des souverains égyptiens. Parce que chez les Égyptiens, et on va y revenir, la mort, c'est un passage vers une seconde vie, et le défunt est enterré avec tous ses objets précieux. Les plus célèbres pyramides sont celles de Gizeh. Et pour protéger le repos du pharaon et empêcher les pillages, les entrées des pyramides sont camouflées. Nous avons de multiples galeries qui conduisent à de faux caveaux. Les vraies chambres funéraires sont remplies elles de trésors et sont cachées et murées. Dans l'art égyptien, on pourrait aussi mettre cette écriture, les hiéroglyphes, une écriture qui est restée très longtemps mystérieuse. Parce qu'à partir de 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient déjà une écriture qui était composée donc de ces hiéroglyphes et qui a été abandonnée lorsque l'Égypte a finalement intégré l'Empire romain. Et c'est au cours de l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1799 que l'on va découvrir une pierre à rosette. Un morceau de basalte noir où est gravé un décret du roi Ptolémée en 3 langues. Hiéroglyphes, démotique, une écriture égyptienne populaire simplifiée, et grec. Mais c'est Jean-François Champollion qui comprend en 1822 qu'un des cartouches, un ovale entourant quelques hiéroglyphes, correspond au nom grec de Ptolémée. En comparant les deux textes, il réussit à mettre à jour la signification de ces hiéroglyphes. Mais l'art égyptien, c'est aussi de la peinture. Puisque depuis la naissance de la civilisation égyptienne, la peinture a joué un rôle important pour les pharaons. Dans la religion, la vie peut se poursuivre après la mort, et si les rites funéraires sont accomplis, momification du corps, construction d'un tombeau avec la pyramide, et décoration des salles funéraires, l'âme du défunt peut alors revivre les activités représentées à l'intérieur du tombeau. La peinture égyptienne procède alors par étapes. Le tailleur de pierre égalise la paroi du mur sur laquelle le maçon étale une couche de stuc. Et nous avons des artisans habiles dans l'Égypte antique. Des miroirs en bronze ou en cuivre et de riches bijoux en or témoignent d'ailleurs de la finesse de ce travail des artisans. L'or et les pierres de couleur sont extraits des mines situées entre le Nil et la mer Rouge, et les artisans les plus habiles sont d'ailleurs au service du pharaon ou des temples. Ensuite, une fois ce travail d'artisan réalisé, le peintre va dessiner son croquis avec une encre rouge. Le sculpteur évite le contour des figures, puis il passe une couche d'enduit blanc. Le peintre applique enfin les différentes couleurs. Les contours en rouge, la chair des personnages en ocre pour les femmes et brun rouge pour les hommes. Les cheveux sont noirs, les vêtements sont blancs, ornés de pierres précieuses et de coquillages collés directement sur le Nil. Nous pouvons prendre ici une fresque qui représente la navigation sur le Nil, qui présente donc un moyen de transport et de communication privilégié par les Égyptiens. Ils se déplacent et transportent les marchandises sur le Nil. Les pêcheurs utilisent des barques construits avec des bottes de papyrus tressées, puis goudronnées. Mais de véritables bateaux construits en bois et munis d'une large voie rectangulaire circulent également sur le fleuve. Au final, tout l'art et toute la société est dominée par le pharaon. Le pharaon, il est tout puissant. C'est le fils du dieu suprême Ra. Il est détenteur de toutes les richesses terrestres. Et les représentations du pharaon nous dévoilent alors ses attributs de puissance. Un fouet, symbole d'autorité, le bâton du berger, qui rappelle lui son rôle de guide pour le peuple égyptien. Le pharaon est donc fréquemment représenté, en compagnie notamment de la reine qui porte le titre de grande épouse. Le pharaon Aménophis IV Akhénaton et ici sa femme Néfertiti. D'ailleurs, nous pouvons prendre cette œuvre qui représente la reine Néfertari, qui joue au sénet, l'ancêtre du jeu d'échecs. Nous avons un damier qui est représenté vu de face et frontalement. Cette disposition qui empêche de voir le dessus de la table. C'est une règle sacrée dans la peinture égyptienne. L'artiste doit représenter toute chose et tout être humain sous son angle le plus caractéristique. Et par convention, l'artiste va alors schématiser les silhouettes et poser les couleurs en aplat. Donc pour l'être humain, la schématisation va imposer une représentation qui alterne des vues de face et de profil. Par exemple, nous avons la tête qui est toujours vue de profil, car elle se voit mieux ainsi. En revanche, l'œil va être lui dessiné de face. Les parties supérieures du corps est plus visible de face, les épaules sont donc rabattues. Enfin, les jambes, représentées elles de profil,
avec l'une qui s'avance afin d'être plus visible. Les pieds, eux, sont identiques, car plus facile pour l'artiste de le représenter ainsi avec le pied vu de l'intérieur. Les bras et les mains, ainsi que les doigts, sont entièrement dessinés par souci de clarté descriptive. Les Égyptiens ont aussi une religion polythéiste, et donc ils adorent plusieurs dieux. Et chacun des dieux va jouer un rôle dans la vie des hommes du pays. Amon-Ra, qui est dieu du soleil, est le premier d'entre eux. Les trois autres dieux qui dominent sont Osiris, qui règne sur l'Égypte, Isis, sa femme, déesse de la fertilité, et enfin Horus, leur fils, dieu de la guerre. La légende raconte qu'Osiris fut dépecé par son frère, Seth, qui voulait s'emparer de son trône. Isis, aidée d'Horus, reconstitua le corps de son mari en l'entourant de bandelettes et put ainsi lui redonner la vie. Mais il cessa alors de régner sur l'Égypte et devint le dieu des morts. Comme les idées religieuses sur l'autre vie sont une des parties donc les plus originales des croyances de l'Égypte, la tombe est donc la création forcément la plus caractéristique, et nous avons sa sculpture. Parce que le sculpteur égyptien de la 5e dynastie, par exemple, a placé dans le Serdab des effigies, aussi parlantes que celles du scribe accroupi que l'on retrouve au Louvre, ou du nain Khoup-Moktou du musée du Caire. En fait, elle représente le support indispensable du double, le corps sans lequel l'âme du mort ne pouvait pas subsister dans l'autre monde. Comme la première condition qui s'imposait à l'individu pour rester identique à lui-même, au-delà de la mort, comme en deçà, était de conserver sans rien y changer la forme qu'il avait en ce monde. Le tailleur de pierre, le sculpteur, va alors se préoccuper par-dessus tout, avec une gravité imperturbable, de reproduire la ressemblance jusque dans ses difformités. Nous avons la momie et son sarcophage, dont on garde encore des traces aujourd'hui dans différents musées. À l'issue de l'embaumement, la momie était placée dans un ou plusieurs sarcophages, avec un recueil de formules magiques et de prières, le livre des morts, qui aidait le défunt donc à voyager dans l'autre monde et à se présenter devant le tribunal d'Osiris. Le sarcophage est alors peint et recouvert de hiéroglyphes, et est placé au cœur de la pyramide. Donc ici, au final, dans l'art égyptien, l'art s'adresse beaucoup plus au monde des morts, aux défunts, qu'à ceux qui la contemplent de leur vivant. Nous terminons avec cette vidéo notre trilogie sur l'art antique. J'espère que ces 3 vidéos vous ont plu. Sur ce, restez créatifs. Au revoir.